Bien le bonjour les astronogeeks. Aujourd'hui, on va essayer de voir à quel point vous en avez une petite. Ok, raisonnable. Dans la même veine, mention spéciale pour la pause. On reste dans le tout à fait correct. 115-900, c'est un classique. Oula, là ça commence à rétrécir. Ah oui, on rétrécit encore plus là. Oula, ouais, donc là ça commence à devenir franchement petit. Ah oui, ouais, là on est déjà dans le microscopique, hein. Ah oui, zut, oui, carrément, là on passe dans le subatomique, là, enfin, c'est, hein, ah bah oui. Ah, oula, ah oui, d'accord. Ouais, donc je crois qu'on a trouvé le champion de ceux qui ont un truc à compenser. Donc, si vous croyez maintenant avoir vu du gros matériel, je vous propose aujourd'hui de vous emmener à un endroit où ce genre de choses pourrait presque passer pour des jumelles en plastique de chez Monoprix. Bon, il fait plus de 30 degrés, France métropolitaine, 14 heures, on va commencer par une bonne heure et demie de route. Ok Google, quelle température fait-il? La température actuelle à Louvigny est de 33 degrés. Ça fait maintenant 2 heures que je suis parti, on enchaîne avec 2 heures de train et c'est que le début. Le moment est absolument parfait pour faire une vidéo de voyage typiquement YouTube avec des plans au ralenti sur fond de musique de hipster. Mais j'ai pas envie. Les vrais savent. Prenons 2 secondes pour que je puisse vous faire profiter d'un repas à 15 balles. Bien, alors ça fait déjà 4 heures, non 5 heures quasiment que je voyage. Et après déjà un trajet en voiture, un trajet en TGV, un passage en douane, je suis enfin à Roissy, Charles de Gaulle, et c'est que le début. Et je vais pouvoir enfin prendre le temps de vous parler un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui. Et oui, je chuchote, on est dans un aéroport, je vais pas non plus faire le mariole. Aujourd'hui, je me rends au Chili, principalement pour 2 choses. Déjà, la visite du LSST qui est en construction, je vais vous en reparler. Et évidemment, assister à l'éclipse totale de soleil. Hein, parce que pourquoi pas. Et bien entendu, je dois préciser que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Et pour cette vidéo, j'ai 2 sponsors. Et le premier, c'est vous. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, que ce voyage est entièrement financé par les dons Tipeee. Donc je voudrais encore juste redire merci à tous les tipeurs. Merci. Et le deuxième sponsor, c'est celui qui va m'ouvrir les portes une fois au Chili, parce que bon, aller au Chili c'est une chose, mais après c'est du ressort de Ciel et Espace. Ciel et Espace, c'est un magazine sur le ciel et puis l'espace. Et je me dois donc de remercier tout particulièrement Jean-Luc d'Auvergne, c'est lui qui m'a proposé ce sponsor. Et comme il m'accompagne lors de ce voyage, eh ben, on va attendre qu'il ait lui-même passé la douane et je le laisserai vous expliquer ça mieux que moi. Bon, il est bientôt 19 h et je dois encore attendre jusqu'à 23 h 40 ce soir que notre avion décolle. Donc va falloir tuer le temps. Monsieur du Cantal, comment ça va? Ça va et toi? Jean-Luc connaît bien le Chili, il a ses habitudes là-bas. Puis accessoirement, il parle espagnol, ce qui peut être pas mal dans une ancienne dictature où très peu de gens parlent anglais. « 14 heures de vol et 6 heures de décalage horaire plus tard, nous survolons la cordillère des Andes.
Bon, alors je vous le dis tout de suite, niveau météo, on s'en faisait pas trop. Certes, là c'est couvert, mais la météo au Chili est relativement simple. Brumeux le matin sur la côte, sec dans les terres, et de temps en temps un épisode El Niño où il pleut comme vache qui pisse. Mais là, le temps était prévu pour être très sec. L'agence de location de bagnole était un peu à l'arrache à cause du nombre de touristes, ils avaient plus rien. Et donc, ils nous ont filé un Q5. À cause, ou plutôt grâce à l'éclipse totale de soleil, le pays a connu une affluence touristique assez particulière pour la période, ce qui s'est soldé par une pénurie de voitures dans les agences de loc. On avait demandé un petit 4x4, on a eu un gros 4x4. À peine débarqué de l'avion et après presque 2 heures d'attente pour obtenir une voiture de loc, nous voilà sur la route et nous voilà surtout partis pour presque de nouveau 5 heures de trajet en voiture. Et oui, le Chili, c'est un grand pays. Notre destination, c'est la ville de La Serena, mais avant d'arriver là-bas, on va faire une étape pour la nuit à Ovalle. Pour ceux qui n'étaient jamais au Chili, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est un beau pays. Par contre, Santiago, c'est pas terrible. On est sur la panaméricaine quand même, c'est classe. Ouais, j'avoue. On va tout droit, il y a l'Alaska ou... Mais bon, dès que vous êtes sorti du patelin, les paysages deviennent franchement sympas. Pour pas dire que certains sont carrément à couper le souffle. Bon, par contre, pour apprécier le Chili, il faut savoir apprécier le désert. Je vous cacherai pas que c'est un peu mon cas, donc peut-être que mon avis est un peu biaisé. Néanmoins, au Chili, il y a 2-3 petites choses intéressantes. La première, c'est comme je l'ai dit, la météo. C'est un pays très sec, donc c'est l'endroit idéal où installer un observatoire astronomique. Alors, d'abord parce que c'est sec, et ensuite parce que la pollution lumineuse y reste quand même assez modérée, la majorité du pays étant quand même désertique. Néanmoins, on notera que la situation se dégrade avec l'arrivée de plus en plus grande de l'éclairage public. Le ciel du pays reste néanmoins excellent et c'est bien entendu là qu'on trouve les plus gros observatoires astronomiques du monde. Pour la petite anecdote, les eaux du Chili étant plutôt froides, elles sont plutôt riches en poissons et donc en tout ce qui mange des poissons. Pour la petite histoire, plus l'eau est froide, plus on peut y dissoudre d'oxygène et donc plus elle est propice à la présence de vie en fait. C'est pour ça que globalement dans le monde, les eaux froides sont plus riches en vie que les eaux chaudes. Et donc on peut trouver au Chili des fous, des pingouins, des rorquals communs, des lions de mer, des pélicans, des vigognes, c'est une sorte de lama sauvage. Bon ok, celui-là il mange pas de poisson, mais bon. Dans l'intérieur des terres, la faune est un petit peu plus éparse, mais on peut espérer voir par exemple des vautours, dont leur plus grand représentant, les condors. Ça serait quand même bien qu'on en voit durant ce séjour, ça ferait de belles images. Ah, au fait, ce que vous voyez là, c'est pas moi qui l'ai filmé, c'est Jean-Luc, mais bon, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut voir au Chili. Bon, je vous l'accorde, je m'égare de nouveau un petit peu loin du sujet astronomique, mais le Chili est vraiment un beau pays. Et bien entendu, ce message n'est pas du tout sponsorisé par le ministère du Tourisme du Chili ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment juste que j'ai bien aimé ce pays. Bon, par contre, s'il faut parler de tourisme, le Chili est quand même un pays bien propice au tourisme astronomique. Par exemple, ça, c'est la ferme de télescope de chez SpaceObs. Je vous laisse imaginer le genre de tourisme qu'on y fait. Encore une fois, c'est pas un placement de produit, j'avais juste envie de saluer son propriétaire, Alain Maury. Je vous dirai sûrement un jour ou l'autre pourquoi. Bon, quoi qu'il en soit, nous arrivons enfin à Ovalle, à plus de 400 km au nord de Santiago. Bon, 16h heure locale, 22h heure française, après 32 heures de voyage, on est arrivé. Bon, maintenant je vais mettre mes batteries à recharger, mais je trouve les prises au Chili assez concept, quoi. Ça c'est les prises et elles sont au milieu du mur, comme ça. Enfin, pourquoi pas, mais enfin bon voilà quoi. Et subitement, sans qu'on comprenne trop pourquoi, la température est passée de plutôt hivernale à carrément infernale.
Après notre petite étape à Ovalle, on se remet en route vers La Serena. La Serena, c'est une ville d'250 000 d'habitants qui se trouve pile sur la trajectoire de l'éclipse. Et le problème, c'est que les touristes sont tellement nombreux à être venus la voir que trouver une chambre d'hôtel est devenu compliqué. On a donc préféré s'arrêter un peu avant et terminer la route au petit matin. Arrivé à La Serena, on embarque à bord d'un bus affrété par l'AORA, Association des universités pour la recherche en astronomie. C'est un consortium américain à but non lucratif qui gère quelques-uns des plus gros observatoires dans le monde. Et il se trouve que l'un des plus gros observatoires du monde se trouve sur la trajectoire de l'éclipse. Donc on va faire d'une pierre 3 coups, puisqu'aujourd'hui on va parler du LSST, et que je vous parlerai de l'éclipse dans le prochain épisode, avant d'enchaîner sur un autre observatoire dans une autre vidéo. Bon, on a beau être en plein hiver, comme on va à presque 3000 mètres d'altitude, on a droit à la bonne grosse race de crème solaire, parce que sinon on va cuire. Ça fait un peu bus blindé de touristes pour une sortie organisée, malheureusement la piste qui mène aux observatoires est privée, on peut donc pas y monter comme on veut. Ceci dit, c'est pas non plus une visite organisée pour les premiers touristes venus, puisqu'avec nous se trouvent des chercheurs, un sénateur américain, et même Kip Thorne, le prix Nobel 2017 pour ses recherches sur les ondes gravitationnelles. Donc ça va quoi. Alors c'est marrant parce que là on est censé signer un papier qui certifie que nous n'allons pas agresser sexuellement les employés de l'observatoire. C'est assez perturbant de signer ce truc là quand même. C'est bien, tout le monde l'a signé, parce qu'on était un peu inquiets pour nous en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un truc que je n'ai pas précisé jusqu'ici, mais je vais le dire quand même au cas où. Ici, c'est l'hiver. Comme on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont opposées. Et là, à ce moment-là de la vidéo, normalement, vous voyez un joli schéma explicatif. Et donc, on est passé, si vous voulez, du 1er juillet au 1er janvier, d'une certaine manière. Bon, ici, on est en juillet aussi, mais les saisons sont totalement inversées. Je vois pas comment tu fais ça avec une terre plate. C'est pas possible ce que tu dis, je te crois pas. Mais pourtant, c'est écrit dans Top Secret Magazine. Hein. Ah, ce magazine, il est nettement meilleur que le tien. Hein. Bon, là, c'est le moment où j'ai demandé à Jean-Luc de vous parler un peu de ciel et espace. Sauf que j'ignore pourquoi l'enregistrement audio a merdé, donc je vais vous la refaire avec ma langoureuse et suave voix off. Donc Ciel et Espace, c'est un magazine de 130 pages qui sort tous les 2 mois et qui trouve ses origines en 1945. Ouais, c'est pas tout neuf. Le magazine a déjà été lauréat du prix de l'information scientifique délivré par l'Académie des sciences pour son excellent boulot de vulgarisation. Bon, évidemment, l'astronomie est un sujet de niche, et si vous comptez qu'en plus les magazines papier ne tiennent pas vraiment la forme depuis quelques années, vous pouvez comprendre que Ciel et Espace ne fait pas de très gros tirages. Mais ils font l'effort de faire la transition d'Internet, et vous pouvez donc trouver sur leur site des articles publiés régulièrement en complément de l'abonnement papier. Mais Ciel et Espace ne fait pas dans le sensationnel, et en général, les infos que vous pouvez y lire ne seront pas de toute première fraîcheur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez une actualité astronomique brûlante et que tout le monde se jette dessus pour dire de la merde, hashtag astéroïde tueur qui frôle la Terre, eh ben chez Ciel et Espace, ils préfèrent prendre le temps de faire des recherches poussées et de ne publier leur article qu'une fois qu'ils sont sûrs d'avoir creusé le sujet à fond. Autrement dit, vous allez peut-être voir l'info arriver 2 jours plus tard que partout ailleurs, mais au moins elle sera fiable et beaucoup plus approfondie. Donc vous vous doutez bien que cette démarche, moi, j'aime. Bref, quand Jean-Luc m'a proposé ce partenariat, on peut pas dire que j'ai eu du mal à dire oui. Mais comme je vous l'ai dit, Ciel et Espace, c'est pas exactement ce qu'on appelle un magazine à gros tirage. Ils étaient donc pas en mesure de financer cette vidéo. C'est pourquoi je dois encore une fois dire merci aux tipeurs. Mais l'intérêt d'un sponsor, c'est aussi que ça vous apporte un truc à vous. J'ai donc demandé à Jean-Luc s'il était possible de vous faire une offre découverte ou un truc du genre. Et la réponse est oui. On en reparlera encore, mais sachez que vous pouvez obtenir un abonnement de 3 mois au site internet pour 2 € ou de 12 mois pour 6 € avec les codes de réduction qui se trouvent en description. Ils sont valables jusqu'à fin août sans limite de quantité. J'ai pas de réduction à vous proposer sur les abonnements papier, mais si ce partenariat marche bien, on verra avec Jean-Luc pour vous proposer encore plus de trucs. Bref, après s'être tapé 1h30 de route pour aller à La Serena, nous voilà repartis pour presque 2 heures de bus sur les pistes du désert chilien. Mais comme on parle d'une route privée destinée à accueillir des poids lourds transportant des pièces de télescope géants, c'est pas non plus une promenade dans la brousse. Je profite de la pause pipi pour vous faire voir un petit peu le joli désert chilien. C'est très aride et ça fait un peu bizarre d'être dans ce désert avec qu'une doudoune comme ça. Bon, il fait pas froid mais c'est largement supportable.
Je préfère nettement ça par rapport au moindre patelin. Si vous voulez m'inviter dans une grande ville, c'est pas la peine. Si vous voulez m'inviter dans le désert, je suis un peu plus preneur. Donc, puisqu'on a un peu de temps avant d'arriver, on va commencer par un peu de théorie. Les choses qu'on va aller voir sont un peu techniques, donc histoire de perdre personne en cours de route, on va monter crescendo dans la difficulté. D'abord, et puisque vous êtes nombreux à me demander des conseils sur le choix d'un télescope, je vous rappelle qu'il existe sur la chaîne une vidéo dédiée à cette question. Si je vous en parle maintenant, c'est parce que j'y explique aussi les bases des différentes formules optiques des outils d'observation astronomique. Donc si vous ne connaissez par exemple pas la différence entre un télescope et une lunette, cette vidéo est faite pour vous. Mais bon, en bref, voilà le topo. Le premier instrument qu'a utilisé l'homme pour observer le ciel, c'est son œil. Mais l'œil humain a deux problèmes, les objets apparaissent petits et sombres. Pour pallier à ça, on a inventé la lunette astronomique, popularisée par Galilée. À l'aide de lentilles en verre, on grossit les objets, ce qui permet de voir plus de détails, et comme la lentille est plus grosse que la pupille de l'œil, elle permet de capter plus de lumière, ce qui permet en toute logique de voir les objets plus lumineux. Sauf qu'une lentille en verre, c'est dur à fabriquer. Plus elle est grosse et plus elle est chère, sans compter qu'à partir d'une certaine taille, elle devient tellement lourde qu'elle se déforme sous son propre poids et devient inutilisable. La solution à ce problème a été trouvée en 1668 par Newton, qui fabrique le premier télescope. Là où une lunette utilise des lentilles en verre, le télescope utilise des miroirs. Optiquement, c'est plus facile d'avoir une image correcte sans couleurs qui bavent partout, et surtout, c'est plus facile à fabriquer. Avec les lunettes, c'était pas vraiment un problème d'obtenir de forts grossissements. Mais avec le télescope, là, c'est possible d'avoir de forts grossissements et de capter beaucoup de lumière. Un outil optique, c'est un entonnoir à photons. Pour en capter beaucoup, il doit être évasé. Et donc, avec le télescope, il est maintenant possible de fabriquer des optiques très lumineuses. Mais à quel moment une optique est-elle assez lumineuse ? Eh bien la réponse est simple, jamais. Tout simplement parce que l'univers est vaste et qu'il traîne toujours dans un coin un objet trop sombre pour être visible. Il faut donc des optiques les plus largement ouvertes possibles pour capter toute la lumière nécessaire. Et je vous fais pas un dessin, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des télescopes géants. Quand on parle de télescope géant, chez nous en Europe, le premier qui vient à l'esprit c'est le VLT, pour Very Large Telescope. Ouais, les scientifiques sont très mauvais pour donner des noms aux choses. Le VLT, il a été construit par l'ESO, l'Observatoire européen austral. Ce télescope est surtout connu pour ses 4 miroirs principaux de 8 mètres chacun, sauf que le VLT est encore plus au nord, beaucoup trop au nord. Tellement au nord qu'on ne peut pas y voir la phase totale de l'éclipse, donc ça sera pour une prochaine fois. Et on va se contenter d'un observatoire américain. Mais bon, vous en faites pas, on va pas être en reste en termes de taille. Nous sommes en route pour le Cerro Pachón. Cerro, ça veut dire mont en espagnol, donc on est en route pour le mont Pachón. À son sommet se trouve le télescope Gemini Sud, que je vous garde pour la 3e vidéo de cette série, et le LSST pour Large Synoptic Survey Telescope, dont on va parler maintenant. Mais avant de le faire, je dois revenir sur un dernier concept. Dans un télescope de Newton, la lumière est réfléchie par un premier grand miroir, qu'on appelle sans trop de surprise le miroir primaire. Il est concave et concentre la lumière sur un deuxième miroir, le miroir secondaire, c'est bien, vous suivez, qui est plat et orienté à 45 degrés vers l'oculaire où on peut mettre le non-œil. Sauf que vous imaginez bien que sur un engin de 8 mètres, c'est pas franchement pratique. Donc les télescopes géants sont pour la plupart des télescopes dits de casse-grain. C'est-à-dire que le miroir secondaire renvoie la lumière vers le centre du primaire, qui est percé. Vous avez aussi sûrement entendu parler des Schmidt casse-grains, qui sont fermés et qui ont une lame de verre à l'avant. C'est pas le cas ici, le miroir primaire est nu. D'ailleurs, si on veut enculer les mouches, ces télescopes ne sont pas des casse-grains, mais des Richelets chrétiens. C'est une forme optique très légèrement différente, destinée à éliminer une déformation de l'image qu'on appelle la coma, avec des miroirs qui ne sont pas paraboliques, mais hyperboliques. Mais je vais pas m'attarder là-dessus, et si vous dites que c'est des casse-grains, on va pas vous en vouloir. Une autre différence de taille avec un télescope amateur, c'est que ces télescopes géants ne sont pas exactement faits pour coller le non-œil dans un oculaire. Ils accueillent à la place toute une batterie d'instruments de mesure et de caméras. Bref, revenons-en à notre LSST. Sa mission n'est pas du tout la même que celle des autres télescopes construits jusqu'à maintenant. La plupart des grands télescopes ont des grossissements assez forts et donc des champs de vision très restreints. Autrement dit, ils servent à observer un objet ou un événement astronomique à la fois. Le problème, c'est que le ciel est vaste et qu'il s'y passe beaucoup de choses dont on n'est même pas au courant. Simplement parce qu'on est en train de regarder ailleurs. Et là, les chercheurs ont eu une idée. Et si ils construisaient un télescope capable d'observer tout le ciel en même temps ? Bah voilà, le LSST, c'est ça.
L'AORA a donc levé des fonds pour la construction d'un télescope totalement hors norme, et parmi ceux qui ont mis la main au portefeuille, on compte la National Science Foundation qui a filé près d'un demi-milliard de dollars, ce qui explique que ce soit avant tout un projet public, le département de l'énergie américain, ainsi que Bill Gates ou encore Charles Simonyi qui a conçu les logiciels Word et Excel et dont on précisera juste qu'il est parti 2 fois à bord de l'ISS comme touriste spatial. Ça se pose là. Mais un autre des contributeurs, c'est Google. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Bref, mais comment est-ce qu'on fait pour faire un télescope qui peut observer tout le ciel en même temps ? Alors d'abord, c'est un peu un abus de langage. Le LSST pourra bel et bien observer tout le ciel en même temps, mais bien évidemment tout le ciel austral, puisqu'il est dans l'hémisphère sud. Et surtout, il lui faudra 3 jours pour le faire. J'explique. Je vous ai parlé de Newton, de Cassegrain, de Richelet-Chrétien, mais le LSST va utiliser une formule optique bien plus chelou et bien plus rare qu'on appelle Paul Baker. Il va utiliser non pas 2, mais 3 miroirs. Et là où la plupart des miroirs sont faits en argent, le LSST utilisera une combinaison de miroirs en argent et en aluminium. Pourquoi ? Parce qu'à un télescope hors norme, il faut des procédés hors normes. Ce télescope aura un angle de champ de 3,5 degrés. Et en fait, c'est pas beaucoup. En largeur, c'est environ 7 fois la taille de la pleine lune. Et en surface, c'est 40 fois cette même pleine lune. Avec un angle de champ aussi large pour un engin de cette taille, on se retrouve très vite avec des aberrations optiques monstrueuses. Et pour les annuler, il faut pas moins que ces 3 miroirs. Le premier et le troisième sont taillés dans une seule pièce qu'on appelle M1, M3. Vous pouvez voir ici que le centre du miroir n'a pas la même courbure. Voilà. Mais si les 3 sont faits en argent, le télescope aura quand même des faiblesses dans certaines longueurs d'onde qui sont dispersées par ce métal. Il faut donc un miroir primaire en aluminium pour compenser. Mais puisqu'il a un miroir en plus, la lumière n'atterrit pas au fond du miroir primaire comme sur un casse-grain, mais au sommet du télescope. C'est donc au sommet de celui-ci sur une gigantesque araignée que doit être disposée la caméra. Et cette caméra, c'est rien de moins que la plus grande du monde. Voilà, comme ça c'est fait. Son capteur est aussi le plus grand du monde, pourquoi faire les choses à moitié, et il dispose d'une définition de 3,2 milliards de pixels. Bon, par contre, là où la plupart des télescopes disposent de nombreux instruments, le LSST n'aura que cette caméra. En même temps, il aura une mission très spécifique, alors bon... Bref, pour y faire entrer la lumière, il faut un correcteur optique monstrueux. Vous vous rappelez quand je vous disais que c'était chaud de faire des lentilles géantes ? Voilà. Mais 3,5 degrés de large, c'est pas vraiment la même chose que le ciel tout entier. Donc pour couvrir l'ensemble du firmament, ce télescope va devoir faire la même chose que vous quand vous faites un panorama avec votre smartphone, mais en beaucoup plus badass. Sur un laps de temps de 3 jours, il va faire une photo toutes les 15 secondes pour réaliser un gigantesque panorama qui pèsera plusieurs pétaoctets chaque nuit. Pour pouvoir faire une photo toutes les 15 secondes, le télescope doit bouger vite, très vite. Sa monture est conçue pour se déplacer de 10 degrés par seconde. Je sais pas si vous voyez la violence du truc par rapport à la taille de l'engin. Sur place, les ingénieurs l'appellent la Ferrari. En fait, il se déplace tellement vite que l'ouverture de la coupole est volontairement trop grande pour éviter qu'elle se retrouve dans le champ. Le télescope étant automatisé, il faudra transmettre en direct ces données dans les universités chargées de sa gestion, ce qui implique une connexion internet mise en place spécialement pour lui d'un débit de 600 gigaoctets la minute. Au moins là, t'as pas de risque de lag dans ton live YouTube. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, je crois qu'il est temps de descendre du bus. Mais avant de le faire, jetez juste un petit coup d'œil à ces bâtiments-là. Ils sont juste au pied de l'observatoire, et c'est là que crèchent les techniciens du télescope, à plus d'1h30 de la civilisation. Je sais pas pour vous, mais pour moi, loin de tout, avec un ciel parfait et une connexion internet de malade, c'est clairement le pied total. Nous y voilà enfin. Le bâtiment est construit tout en longueur, dans le sens du vent, afin de minimiser au maximum les turbulences qui pourraient gêner les observations. On s'en rend pas du tout compte en vidéo, mais ce machin est gigantesque. À plus de 30 mètres de distance au grand angle, c'est difficile de tout avoir dans le champ de la caméra. Par rapport aux autres télescopes, la coupole est très surélevée. En fait, c'est même la plus surélevée de toutes. Le but est simplement d'éviter au maximum les turbulences présentes près du sol. Habituellement, les télescopes géants utilisent un système de correction optique dont on parlera dans la prochaine vidéo. Mais ce système ne marche qu'avec un champ serré. Là, avec 3,5 degrés de champ, c'est juste impossible. Donc à défaut de pouvoir corriger les turbulences, on les évite au maximum.
De même, la coupole n'est pas ronde ni grande ouverte sur les côtés pour laisser circuler l'air. À la place, on installe des panneaux destinés à diriger le flux d'air et à le rendre laminaire, c'est-à-dire le moins turbulent possible. Toujours pour les mêmes raisons. Avant de pénétrer sur le chantier, on a bien évidemment droit à un briefing de sécurité. Et ouais, les gilets jaunes, ça sert pas seulement à montrer qu'on déteste le gouvernement. Au passage, la salle où on se trouve là, et qui est pour le moment squattée par les ingénieurs du chantier, c'est la future salle de contrôle du télescope. Le monsieur là qui nous donne les explications, c'est Jacques. Il est français et comme je suis sûr qu'il verra cette vidéo à un moment ou à un autre, je vous invite tous à saluer Jacques en commentaire. D'abord, on entre dans la salle qui occupe la majorité de la place dans le bâtiment attenant, la salle de revêtement. Un miroir, qu'il soit de télescope ou de salle de bain, c'est juste une pièce de verre recouverte d'une fine couche de métal. Donc avant d'installer les miroirs, il va falloir leur apposer un revêtement métallique. Les miroirs sont d'ores et déjà livrés, mais leur revêtement se fera au dernier moment, juste avant leur installation dans le télescope. Et cette grosse cocotte minute là, elle sert à ça. Évidemment, elle ne servira pas qu'une fois, le revêtement des miroirs est renouvelé au bout de quelques années, mais c'est un procédé très intéressant, donc le mieux, c'est que j'attende la prochaine vidéo pour vous montrer le procédé sur un télescope déjà en service. Mais les miroirs, ça se nettoie aussi. Et vous savez comment on fait ça ? Tout bêtement avec de l'eau, du savon, des serpillères et de gros sprinklers installés sur cette grue. Quant aux miroirs, ils sont déplacés par la grosse grue jaune qui se trouve au fond. Bon, évidemment, l'eau est distillée et le miroir séché très minutieusement. Mais bon quand même. Quoi qu'il en soit, là, en contrebas, c'est le support du miroir secondaire qui se trouve dans l'énorme caisse un peu plus loin. Le miroir M1 M3 se trouve dans un bâtiment fermé un peu plus loin et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'y jeter un œil. Par contre, le M2, le voilà. Qu'on soit bien d'accord, là-dedans se trouve le plus petit des miroirs. Je vous laisse imaginer. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que de l'imaginer puisque le miroir va rester scellé là-dedans jusqu'à son revêtement et son installation. Ah, en parlant de ça, le LSST est prévu pour entrer en service en 2022, mais les télescopes géants sont rarement terminés dans les temps, donc bon. Bref, ce miroir, bien que le plus petit, est tellement grand et tellement fin que pour contrôler ses possibles déformations, plusieurs centaines de petits vérins seront installés à l'arrière pour le pousser ou le tirer, et donc le déformer, en fonction des besoins. Bien entendu, on parle de correction micrométrique. Il est maintenant temps d'aller dans le cœur du bâtiment. Non, c'est pas la cuisine. C'est bien entendu la structure porteuse de la coupole et du télescope. Notons juste au passage que cette partie du bâtiment est isolée des autres par des joints. Rien n'est soudé ensemble afin d'éviter la transmission de vibrations. Cette même séparation existe entre la structure porteuse de la coupole et celle qui supportera le télescope. Encore une fois, l'endroit est gigantesque et c'est difficile d'en donner la pleine mesure, même au grand angle. Croyez-moi, c'est bien plus grand en vrai que ça ne le laisse paraître en vidéo. Quoi qu'il en soit, nous voici sous la structure porteuse du télescope en lui-même. Ça vous donne une idée de la taille du bestiau. Bon, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, la coupole n'est pas terminée. Pendant notre visite, il commençait tout juste à installer les panneaux sur la structure. Sauf qu'on est à presque 3000 mètres, qu'il y a du vent, et donc que cette tâche est régulièrement interrompue pour des raisons de sécurité. De retour dans la structure porteuse de la coupole, voici le monte-charge destiné à accueillir le miroir. Là encore, ses dimensions se passent de commentaires. Ou à la limite, je n'en ferai qu'un. Il est beaucoup plus grand en vrai que dans la vidéo. Il est aussi plus haut, parce que là, on est à un niveau intermédiaire, mais la salle de revêtement des miroirs est 8 mètres plus bas. La base du télescope se trouvera, elle, à la hauteur du plafond. Encore une fois, c'est très théorique vu comme ça. Donc attendez la prochaine vidéo sur les télescopes géants, je vous montrerai comment on démonte un miroir de 8 mètres et comment on le déplace. Avec Jean-Luc, on aurait bien aimé faire quelques plans en drone, mais le vent était plutôt fort. Probablement pas assez pour faire peur à un Phantom 4, mais assez pour que les ingénieurs nous demandent de ne pas le faire pour des raisons de sécurité évidentes sur le chantier. Du coup, nous allons nous contenter de ces images tournées par Jacques avec son propre drone avant le montage de la structure de la coupole. Le grand machin blanc sur le côté, là, c'est le toit du monte-charge. Encore une fois, impossible de cadrer l'intégralité de la structure en une fois. Impossible de rendre hommage au gigantisme de la bête, et la visite étant très rapide, j'ai pas disposé du temps nécessaire pour installer un ultra grand angle sur un pied pour faire une image propre. Une dernière chose avant de partir, pour éviter la convection et les turbulences qui l'accompagnent, l'intégralité du building est maintenue à la température de l'extérieur en permanence. Donc je vous laisse juste apprécier la taille de la clim. T'as pas la même chez toi, j'en suis à peu près sûr. Comme je l'ai dit, ce télescope devrait entrer en service en 2022, sauf retard. Quoi qu'il en soit, une fois en route, il sera en mesure, grâce à ses performances de grand malade, de cartographier l'intégralité du ciel à sa disposition tous les 3 jours. Et là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi faire une photo du ciel tous les 3 jours ? Le ciel n'évolue pas tant que ça. Eh bien, il se trouve que si.
Comme je vous le disais, on rate des choses parce qu'on est en train de regarder ailleurs. Ces choses, c'est un gros paquet de supernovae notamment, mais surtout en fait, on ne sait pas. Parce qu'on n'a jamais observé le ciel dans sa totalité sur d'aussi courtes périodes. Donc qu'est-ce qui s'y passe? Des millions de choses à découvrir. L'analyse des images étant faite automatiquement, le moindre changement dans le ciel sera notifié tout aussi automatiquement dans un délai de 60 secondes après sa détection. C'est alors les observatoires du monde entier qui pourront se braquer de manière plus précise sur ces événements et tenter d'en percer la nature. De même, parmi ces changements, on compte par exemple le mouvement des astéroïdes, et le LSST pourrait multiplier par 10 le nombre d'objets connus en l'espace de quelques années, qu'il s'agisse d'objets de la ceinture d'astéroïdes, de Troyens de Jupiter, de transneptuniens, et pourquoi pas la planète Nine, sans compter les objets potentiellement dangereux pour la Terre. Avec suffisamment de précision, il sera peut-être possible d'anticiper les rentrées atmosphériques, et d'ici quelques années, on disposera peut-être de prévisions de chute de bolides. Si c'est le cas et qu'un événement du type Tcheliabinsk se profile à l'horizon, attendez-vous à ce que je fasse un crowdfunding d'urgence pour aller filmer ça. De même, avec une cartographie aussi précise, les chercheurs comptent bien en apprendre plus sur la matière noire car ils seront en mesure de faire une cartographie précise des distorsions de l'espace-temps qu'elle provoque. De la bouche même des chercheurs rencontrés sur place, ce télescope est probablement l'un des plus excitants jamais construits. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'un télescope plus performant que les autres a été mis en route, les découvertes se sont accumulées. Là, ils estiment déjà à plusieurs millions par nuit le nombre d'alertes relatives à des événements célestes. Et dans tout ça, imaginez juste le nombre de phénomènes dont on ignore encore tout. Et attendez, je vous ai pas encore dit le meilleur. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'il était financé en majorité par des fonds publics et avec un coup de main de Google? Le rôle de Google dans l'histoire, c'est qu'il va falloir stocker toutes ces données quelque part et les dispatcher dans les différents centres de recherche. Et les seuls à en avoir la capacité, c'est eux. Mais comme il s'agit d'une entreprise publique, ces données seront disponibles pour le grand public. Il est encore un peu tôt pour dire exactement sous quelle forme, mais il est prévu qu'elles soient mises à disposition des écoles, et ça serait pas trop étonnant de voir arriver sur la toile un équivalent de Google Maps, mais tourné vers le ciel, avec une définition jamais atteinte auparavant, et avec une évolution du ciel mise à jour 2 fois par semaine, avec la possibilité de consulter l'évolution du ciel dans le temps. C'est bon? Je vous ai suffisamment hypé là? Donc j'aime autant vous dire que dans la communauté scientifique, la mise en service du LSST est attendue avec impatience. D'ailleurs, si vous suivez son développement, sachez qu'une fois mis en service, il pourrait être rebaptisé Vera Rubin, du nom de l'astronome qui a mis en évidence la présence de la matière noire. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo sur la matière noire. Bon, mine de rien, la journée a été bien remplie. Maintenant, on est arrivé dans des résidences... Des résidences qui ont été réservées par Aura, la structure qui gère les observatoires. Et demain on va pouvoir assister à l'éclipse totale. Ah putain, il y a le coucher de soleil. Oh, la méga vue de sa race. Oh, ils se sont pas foutus de notre gueule, hein. Ah, il y a une méga piscine en plus en dessous, t'as vu. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, pouce bleu, partage, tout ça, car après tout, la chaîne ne vit que grâce à vous. Dans le prochain épisode, je vous emmène avec moi assister à l'éclipse totale de soleil, et croyez-moi, ça va être plus impressionnant que ce à quoi vous vous attendez, car on a pu assister à un phénomène rarement visible. Enfin, je vais dire encore plus rarement visible qu'une éclipse totale de soleil. Et puisque le LSST n'est pas achevé, il faut quand même que je vous montre à quoi ressemble un télescope géant quand il est en fonction. Donc dans la vidéo suivante, on ira visiter Gemini Sud, un autre télescope de 8 mètres. Là c'est assez génial, en fait on voit la Lune pour la première fois depuis l'éclipse, donc on est un peu ému quand même. En fait on avait peur qu'elle ait disparu, là elle était toute noire hier, et là on a un petit croissant, il a seulement 26 heures et on le voit magnifiquement bien. Bon histoire de finir cette vidéo, Jean-Luc, tu vas quand même nous expliquer en quoi c'est super intéressant ciel et espace. Enfin non, ça tu nous l'as déjà dit. Mais tu vas nous expliquer pourquoi on va rendre ça super intéressant pour les astronogeeks. Et ouais, en fait, Ciel Espace vous propose une offre spécialement pour les amis d'astronogeeks, les gens qui regardent cette chaîne.
Donc il y a 2 codes promo pour l'abonnement au site web. Il y a un code promo pour l'abonnement à 3 mois à 2 € au lieu de 6. Donc c'est pas mal, ça fait 66% de réduction. Pour ça, il suffit d'utiliser le code AstronoGeek3 comme 3 mois. AstronoGeek3 tout attaché. Et l'autre code promo, c'est pour un abonnement d'1 an, plus avantageux encore, avec 75% de réduction. Donc en payant 6 € au lieu de 24 en utilisant le code AstronoGeek12. AstronoGeek12 tout attaché. Et bien entendu, je foutrai tout ça en description. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.